Yorana, c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific OE, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, Pacific Venturi te présente de manière claire et synthétisée les 2 dernières semaines de la grande conférence internationale sur le climat, la COP27. Suite à la COP26 à Glasgow l'année dernière, les nations devaient démontrer cette année qu'elles sont dans une nouvelle ère de mise en œuvre en ayant concrétisé leur engagement. Mais à mi-parcours de la conférence, les discussions ont très peu progressé. Pour en parler, nous recevons Hervé Lallemont, diplômé d'un doctorat en droit public et en droit international de l'environnement et professeur à l'Université de la Polynésie française. À suivre donc une conversation avec Philippe et Hervé. Hervé, Irana, Yorana. heureux de t'accueillir à nouveau dans les Pacific Hoé pour parler environnement une nouvelle fois avec toi. Alors rapidement quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je suis docteur en droit public et spécialisé dans le droit des changements climatiques. Je suis chercheur associé à l'Université de la Polynésie française et aussi à l'Université de Lyon 3. Ok. Alors Hervé, donc les pays du G20 qui sont réunis récemment en Indonésie, qui représentent également 80% des émissions mondiales en termes de pollution, ont convenu ensemble, donc pendant leur dernière réunion, de poursuivre leurs efforts pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré, en accélérant donc principalement la réduction progressive de l'utilisation du charbon, énergie très polluante et très polémique. Mais clairement, comment dire en anglais, elephant in the room, la guerre actuelle Ukraine-Russie pose des questions sur les pénuries énergétiques justement, et aucun de ces pays n'ayant fini, si ce n'est entamé leur transition énergétique, ils dépendent tous encore beaucoup des énergies fossiles. Donc est-ce que vraiment le G20 peut-il avoir un rôle pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 et respecter l'accord de Paris ? Bon, la réponse va être rapide, c'est non. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, le point positif, c'est qu'on a réussi à sauvegarder cet objectif de 1,5 degré d'augmentation. L'objectif, en fait, étant à la base 0 degré, mais on est réaliste. On a mis en avant cet objectif de 1,5, mais si on est encore plus réaliste, on constate qu'on se dirige plus vers 2,5 à 3 degrés. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire en la matière. Et c'est vrai que la COP27 et par extension la réunion du G20 n'ont pas démontré une volonté particulière des États développés d'améliorer leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ouais, effectivement, et on souligne effectivement les G20, c'est les pays les plus développés, techniquement ceux qui auraient non seulement le plus d'efforts facilement à faire, mais aussi qui sont le plus responsables du changement climatique. Tout à fait, même s'il y a une polémique assez récente sur la place de certains États, et notamment la Chine, toute cette polémique autour de son classement, est-ce que c'est un État en développement, est-ce qu'on peut le classer en État développé, et ça va avoir des conséquences sur les prochaines avancées, notamment la création de ce mécanisme sur les pertes et préjudices. Dont on va parler dans un moment. Alors en marge du G20, il y a donc bien sûr la COP27 en Égypte, mais il y a eu aussi un événement un petit peu à part, c'est cette rencontre Biden-Xi Jinping et cette réconciliation apparente entre les États-Unis et la Chine après des années de guerre commerciale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en matière de lutte contre le changement climatique ou est-ce que finalement c'est encore une fois qu'une façade qui ne va pas changer grand-chose en matière de lutte pour l'environnement ? Alors c'est clairement une bonne chose parce que alors beaucoup utilisent le terme c'est un réchauffement des relations, ce qui est peut-être un petit peu mal choisi en l'espèce, mais en tout état de cause en relations internationales il est toujours préférable que les États, et d'ailleurs ce sont les 2 États les plus on va dire producteurs de gaz à effet de serre dans le monde, et on ne peut que se féliciter de ce réchauffement dans les relations. Après, est-ce que cela va avoir des conséquences concrètes sur la lutte contre les changements climatiques ? Eh bien, c'est un petit peu le même refrain tous les ans. Il faut attendre les mesures concrètes que proposons ces 2 États. Oui, effectivement. Et quand on regarde un petit peu le bilan de la COP27, à l'exception donc, de cet aspect sur les réparations dont on va parler dans un moment, le bilan et les engagements des grands États et de la communauté internationale en général est quand même assez faible.
Oui, alors notamment sur les énergies fossiles, il y a eu beaucoup de poussées vers, non pas une interdiction, mais en tout cas une réduction très forte des énergies fossiles, et on constate dans les différents textes qui ont été adoptés qu'elles sont toujours présentes. C'est plus une réduction des énergies fossiles qui ne sont pas efficientes, donc elles sont toujours bien présentes. On parle aussi de mix énergétique, donc il y a eu des lobbies quand même très importants pour maintenir les énergies fossiles au sein des discussions, alors que pour beaucoup d'associations environnementales et beaucoup d'États qui sont touchés par les changements climatiques, ou en tout cas qui vont être touchés par les changements climatiques, c'est une impasse en fait. Ouais, effectivement. Alors malgré tout, la bonne nouvelle à la 11e heure, quand la COP27 a été étendue à ce week-end, un accord qui semblerait historique a été obtenu sur les réparations des dommages environnementaux. Sujet très difficile, assez sensible toujours, tellement sensible, donc comme je disais, qu'on a été jusqu'à samedi pour y arriver, mais c'est le retournement surprise des États-Unis qui a permis d'aboutir à cet accord. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette avancée, sachant que les sommes en jeu sont quand même assez impressionnantes, puisqu'on parle de 580 milliards de dollars par an en 2030. Alors c'est assez extraordinaire d'avoir en tout cas cette création potentielle d'un fonds sur les pertes et préjudices qui est acté par la COP27, et c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose dont on parle depuis fort longtemps, et je tiens d'ailleurs à féliciter tous ceux qui ont participé, je pense notamment aux représentants des États du Pacifique qui ont fortement milité pour la création de ce fonds. La problématique étant que pour l'instant ce fonds n'est pas alimenté et on ne sait pas vers qui il va être dirigé. Donc tout reste à faire, c'est quelque chose d'historique effectivement, mais ce n'est pas encore quelque chose de concret, et malheureusement ça va demander un nombre d'années assez conséquent. Un comité de transition va être créé lors de la prochaine COP. En tout cas, ça va nécessiter pas mal de nouveaux arbitrages et pas mal de nouvelles négociations. On voit déjà que la Chine ne veut pas y participer parce qu'elle se considère comme un État en développement, elle-même touchée par les changements climatiques. Donc, beaucoup de travail en perspective encore, mais bravo à tous ceux qui ont permis cette création. On se souvient de l'accord qui avait été donné à la COP21, des fonds aussi des investissements à hauteur de 100 milliards, qui n'ont en fait jamais vu le jour depuis. Oui, alors par ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup financé l'atténuation au changement climatique et très peu l'adaptation. Quand on parle de pertes et préjudices, on parle en fait de tous les effets négatifs des changements climatiques, à la fois économiques et non économiques. Mais en gros, ça rentre dans le tiroir de l'adaptation au changement climatique, et donc ça sera potentiellement très utile, et très utile notamment pour les territoires du Pacifique. Ouais. Alors tu parlais justement de toutes celles et ceux qui ont joué un rôle dans la négociation de cet accord et de la COP27 en général. On a vu que le Pakistan apparemment était un acteur assez fort sur cet accord de réparation. On sait que les États insulaires du Pacifique, effectivement, depuis quelques années, ont joué un rôle. Est-ce qu'on les a autant vus dans cette réunion en Égypte? Est-ce qu'ils étaient toujours aussi présents, ou quels sont les autres acteurs qui ont vraiment été influents cette année? Alors, les États insulaires du Pacifique ont été extrêmement présents. Ils ont fait, comme il est d'usage, un lobbying très fort. On a vu une déclaration du Forum du Pacifique de Henri Puna. Mais c'est vrai que globalement, on peut dire que c'est un effort collectif avec de nombreux États en développement qui eux aussi ont poussé à la création de ce nouveau fonds. Et donc je dirais que c'est une victoire collective, et finalement même les États développés à la fin se sont félicités de la création de ce fonds, même si encore une fois il n'est pas alimenté. Et d'ailleurs le président de la République française a appelé à une réunion pour déterminer comment allait être alimenté ce fonds. Ouais. Alors, l'année dernière, la COP26, on avait très peu d'attentes et on n'a pas été déçus parce que ça n'en est pas sorti grand-chose. Cette année, on entend un peu le même discours quand même, malgré cette décision historique.
Est-ce qu'on a encore des raisons d'avoir de l'espoir que ces COP vont produire quelque chose? Est-ce qu'on est peut-être trop négatif et qu'en fait on avance dans la bonne direction? Quelle est ton analyse sur ça? Alors, je m'attendais à pire, à titre purement subjectif et personnel. Il y a quand même eu quelques réussites intéressantes, donc la création de ce fonds pertes et préjudices. On a la reconnaissance à nouveau du droit à un environnement sain comme étant d'importance capitale. On a eu des initiatives provenant d'États, je pense à la France sur l'interdiction de l'exploitation sous-marine. Donc il y a eu quand même pas mal d'éléments positifs, mais toujours est-il que les objectifs des réductions des gaz à effet de serre sont encore vraiment perfectible et que ce soit au niveau du GIEC ou au niveau des Nations Unies, il y a quand même un rappel d'une situation qui risque d'être gravissime si on continue sur cette lancée avec une augmentation potentielle des températures à 3 degrés, ce qui pour les scientifiques provoquerait des catastrophes globales assez importantes. Alors ma dernière question, donc j'imagine que l'année prochaine il y aura la COP28. Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes méthodologies ou est-ce qu'on commence à peut-être passer à la vitesse supérieure? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont envisagées en matière de droit international pour peut-être donner plus de levier lors des négociations, plus de force aux accords qui sont trouvés? Alors en réalité, sur les différentes conférences des parties, et notamment postérieures à l'accord de Paris, il y a un plan pluriannuel qui existe, qui peut être consulté. On a notamment en 2025 une troisième phase, en tout cas une phase où les objectifs vont devoir être mis à jour, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc tout cela est assez bien cadré. On constate qu'on est en retard sur pas mal d'éléments, mais oui, il y aura une COP l'année prochaine, comme son nom l'indique, c'est une conférence des parties, donc la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, avec certainement des surprises, mais comme je le dis et comme j'ai souvent tendance à le dire, il ne faut pas trop en attendre. C'est un processus qui s'effectue de manière pluriannuelle, même si évidemment l'urgence climatique fait que cela nécessite peut-être certaines accélérations. Effectivement, entre la capacité de l'humain à changer et l'urgence climatique, on a un certain écart. Tout à fait. Ça marche. Hervé, merci pour tes éclairages. Puis rendez-vous à la COP28 alors. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La COP27 a marqué un tournant en termes de financement écologique grâce à la mise en place du fonds pertes et préjudices ainsi que par la réduction des énergies fossiles. Mais cela ne suffit toujours pas. Il faut agir car on le voit, la limite de la hausse des températures fixée par l'accord de Paris à 1,5 degré continue d'augmenter au fil du temps. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur ce qui s'est passé à la conférence internationale du climat, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends soin de toi, Nana!